Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette table ronde qui vient quasiment en conclusion de l'Assemblée générale de l'ADMR, une table ronde à dimension politique, donc que dont l'ADMR m'a confié la responsabilité de l'animation. Patrick Haddad pour le journal de l'aide à domicile, avec nous donc pour l'ADMR à la fois la présidente, Madame Marie-Josée Daguin, le délégué général, Monsieur Thierry Daboville, et puis nous avons comme intervenants extérieurs et qu'on remercie pour leur présence en visio avec nous, Madame Firmin Lebaudot, qui est députée de Seine-Maritime, Monsieur Dominique Libaud, qui est président du Haut Conseil de financement de la protection sociale, Madame Manarino, qui est vice-présidente du Conseil départemental du Nord et qui représente l'Assemblée des départements de France, et bien sûr Marianne Monchamp, qui est la présidente de la CNSA. Une table ronde d'une heure environ, dans laquelle on va aborder trois thèmes. Le premier thème va être le plus actuel, le PLFSS actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il concerne, ce qu'il contient plutôt sur le vieillissement, ce qu'il contient en particulier sur l'aide à domicile. On va se parler également de l'actualité de l'aide à domicile, ce qui est demandé par les fédérations professionnelles sur les agréments de la convention collective. Et puis, un deuxième temps de discussion sur des enjeux plus structurels, mais qui vont venir assez vite en 2021, à la fois la loi grand âge et autonomie, et puis ce que l'on estime mettre dans la cinquième branche. Et enfin, un troisième temps prospectif sur la future gouvernance de ce secteur, la place de la CNSA, la place des départements, d'où l'importance d'avoir ce panel que l'on remercie encore. On a une heure. On va commencer avec vous, Madame Firmin Lebaudot, Madame la députée, qui est toujours dans le chaudron du PLFSS. Vous pouvez nous dire quelques mots, en particulier sur la partie aide à domicile, 200 millions d'euros en année pleine, dont 150 millions dès 2021. Pour vous, vous l'avez présenté en première lecture comme étant une bonne nouvelle, quelque chose qui va amorcer de façon positive les réformes que l'on veut mettre en place dans l'aide à domicile. Alors, bonjour à tous, merci à l'ADMR de cette initiative parce que c'est toujours pour nous intéressant de pouvoir échanger sur le sujet de l'aide à domicile. Et puis là, pour le coup, on est en pleine actualité puisque lundi, nous avons voté en deuxième lecture le PLFSS qui est retourné au Sénat et le Sénat a décidé que c'était pas bien pour eux et hop, lecture définitive, donc lundi prochain. Donc la navette va se terminer et le PLFSS sera voté définitivement lundi prochain. Sur la politique du grand âge, du vieillissement et l'aide à domicile, ce PLFSS est important parce que d'abord, il acte et prend les premières mesures concernant, j'allais dire, le remplissage de la corbeille de la mariée qui était la création de la cinquième branche autonomie. Donc ça, c'est les premières mesures qui financières commencent à remplir cette cinquième branche. Et puis, après moult combats, le gouvernement a décidé d'attribuer 200 millions d'euros en année pleine au secteur de l'aide à domicile. Nous avons été plusieurs parlementaires à accompagner la ministre dans ce combat, parce que je crois qu'il faut le dire que c'en était un. Moi, j'ai reconnu que c'était une bonne chose, mais ça n'était qu'un premier pas, puisqu'on sait tous très bien que ces 200 millions d'euros ne suffiront pas, et que maintenant les débats qui sont les nôtres, qui nous ont agités, notamment en deuxième lecture, concerne la façon dont ces 200 millions vont être répartis. Parce que l'enjeu qui est le nôtre, c'est bien un enjeu d'équité et d'égalité territoriale. Et ça, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Donc, le premier pas est fait, mais ça n'est qu'un tout petit premier pas. Merci, Madame la députée. Je vous invite, quand vous n'intervenez pas, à couper vos micros parce que c'est totalement évident. On a très vite des interférences. Je le garde juste moi allumé. Donc, c'est un premier pas, comme vous le disiez, alors c'est un peu comme sur la prime Covid dans l'aide à domicile, qui doit se faire de façon partenariale, et même il y a un effet de levier avec les départements, étant qu'il y a des fonds nationaux, mais qu'on s'appuie aussi sur les départements pour commencer à amorcer un nouveau mode de financement plus important de l'aide à domicile. Au niveau de l'Assemblée des départements de France, Madame Manarino, comment est-ce que vous percevez cela? Ça vous paraît être la façon dont le PLFSS acte de 150-200 millions d'euros
en passant par les départements, puisque c'est ça l'idée, ça passe par les départements qui eux-mêmes abonderont de façon équivalente, si c'est bien comme ça que ça se passe. Ça vous paraît être un bon système? Est-ce que l'ADF a pris position là-dessus? Alors, moi, je rebondirai un petit peu. D'abord, bonjour à tout le monde et merci aussi de l'organisation de cette rencontre. Je l'ai précisé tout à l'heure, Monsieur Haddad, que je vais devoir vous quitter à 12h50 devant accueillir 2 ministres à Lille à 14h sur les métiers du grand âge. Voilà. Mais je voulais quand même être présente ce matin, je m'y étais engagée. Je crois qu'il y a des enjeux que nous partageons vraiment et Agnès Firmin-Lebaudot vient de le confirmer en disant que c'était vraiment un premier pas important, un vrai signal aussi qui est envoyé. Les enjeux du secteur de l'aide à domicile ont été, c'est un secteur qui a été pendant cette crise sanitaire, mais qui est déjà depuis longtemps vraiment présent sur le terrain et qui a vraiment fait un travail formidable. Et au-delà de ces enjeux d'accompagnement financier, moi je voudrais aussi dire qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus large aussi, c'est-à-dire que c'est la formation des personnes, l'accompagnement de ces professionnels, les passerelles entre les métiers, enfin il y a une globalité qu'il faut prendre en compte. Après, sur la question, sur la façon dont l'ADF va se positionner, je vais plaider pour les départements d'abord un peu peau de chagrin, vous m'en excuserez, mais il y a une réalité de terrain qui fait qu'actuellement, nos départements naviguent un peu à vue suite à cette crise sanitaire et à la façon dont tout ce qui a été engagé financièrement doit être compensé. Et puis, on a aussi, vous le savez, un levier fiscal qui disparaît. Mais en même temps, les départements s'engagent pour accompagner le secteur de l'aide à domicile et nous allons nous engager avec une négociation avec le gouvernement parce que on le sait, et Agnès l'a dit, que ça ne sera pas suffisant, ce qui est annoncé, et en même temps, il faut qu'on soit vigilant à l'équité territoriale, mais il faut aussi qu'on soit vigilant à la façon dont les départements vont pouvoir accompagner. Et actuellement, on est quand même un peu inquiet, compte tenu de ce que je vous ai dit sur ces situations financières, mais la porte n'est pas fermée. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'on puisse aller dans cette négociation et finalement de mettre sur la table, avec toutes les parties prenantes, la façon dont on va prendre à notre charge l'accompagnement des services d'aide à domicile. Je souligne aussi que de nombreux départements sont allés en accompagnement au niveau de la prime, par exemple. Alors un peu chacun à sa façon, mais ça a été d'ailleurs, je crois, bien exprimé. Je m'adresse là à l'ADMR, mais à d'autres fédérations aussi, où on a noté cette inéquité territoriale. Et l'enjeu quand même de l'ADF, c'est de travailler de la même façon avec tous les départements. Donc le process est quand même complexe. Et puis aussi, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on peut ensemble se donner des objectifs communs. Alors, celui-là est extrêmement important, c'est le soutien de la vie à domicile des personnes, mais c'est celui d'un équilibre et d'un modèle économique à trouver pour que les SAD continuent à accompagner le domicile. Il faut qu'on soit associé dès le départ des décisions. Et du côté de l'ADF, c'est ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on a des enjeux extrêmement importants sur les finances que l'on va devoir mettre ou pas dans les départements, puisque là, on est dans cette négociation. Voilà, j'espère que j'ai été un peu claire, mais pour aussi montrer que l'ADF, dans le soutien des services d'aide à domicile, a instauré aussi tout un travail avec mon collègue Frédéric Bierry, là, qui ne pouvait pas être présent ce matin. Et je crois que nous avons des avancées de co-construction aussi. Bien, merci Madame Manarino. Marianne Monchamp, je vais me tourner vers vous pour réagir à ces propos et à cette première partie du débat sur donc, cet amorçage, ces 200 millions d'euros, ce besoin de bien articuler les choses entre les fonds nationaux et les départements, le fait que Madame Manarino, comme elle le disait, il faut rentrer dans une phase de discussion, de négociation pour voir comment tout ça peut s'articuler au mieux. La CNSA va être forcément au cœur de ce processus. C'est comme ça que vous y pensez? Est-ce que vous avez déjà des pistes de travail pour faire en sorte que dès 2021, eh bien, ces fonds supplémentaires puissent bénéficier à l'aide à domicile de la meilleure façon possible?
Alors, bonjour à tous. Je salue évidemment la présidente de l'ADMR, Marie-Josée Daguin, Thierry Daboville, mais aussi tous mes petits camarades, si je puis dire, avec qui j'ai tant de plaisir à échanger. Et ça fait maintenant de longs mois que nous échangeons, que nous partageons et que d'une certaine manière, nous constatons une forme de convergence de nos points de vue. Je pense évidemment à Agnès Firmin-Lebaudot, à mon amie Geneviève Manarino, mais aussi à Dominique Libaud, que nous entendrons dans un instant. Non, je ne vais pas répondre à votre question, Patrick Haddad. Non pas parce que je ne veux pas répondre à votre question, il y aura bien des éléments de réponse dans ma brève intervention, mais parce que, si vous voulez, je crois qu'il faut que nous embrassions la question de l'aide à domicile, d'abord avec un volontarisme, je crois qu'il s'exprime à travers les déclarations de la ministre, mais bien plus que cela, comme un enjeu pour notre modèle de protection sociale demain. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est aussi compliqué que ça. Aujourd'hui, bien sûr que l'aide à domicile fait partie des acteurs médico-sociaux. Bien sûr qu'aujourd'hui, chacun se précipite sur les tribunes pour dire à quel point nous sommes admiratifs de ce qu'apportent les aides à domicile à nos concitoyens âgés ou à nos concitoyens en situation de handicap. Mais j'ai envie de dire, ça ne résoudra pas l'équation qui est celle de la revalorisation salariale des aides à domicile, et ça ne résoudra pas la question de l'articulation entre l'État et les départements, et ça ne résoudra pas non plus la question tout simplement de l'évolution de la réponse des aides à domicile dans le vaste sujet qu'est la politique de l'autonomie demain. Et vous avez bien raison de dire, Patrick Haddad, que la 5e branche a un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'au fond, elle doit contribuer d'une certaine manière à faire émerger ce nouveau modèle. Mais j'aimerais, pour qu'on puisse avancer sur le sujet, identifier la nature des freins. Le premier frein, c'est effectivement un frein sur la reconnaissance du modèle. Il y a une certaine persistance à faire semblant de ne pas comprendre que l'aide à domicile est un premier recours. Que quand ça ne va pas pour quelqu'un qui sort de l'hôpital ou qui est fragilisé par une situation de handicap ou de pathologie chronique, l'aide à domicile, c'est souvent la manière de lui apporter une réponse quand les autres réponses vont mettre du temps à se mettre en place. Tant qu'on n'a pas repris cette dimension-là, tant qu'on n'a pas bien identifié qu'il nous fallait changer collectivement de référentiel, on va continuer à patauger. Et on va être dans des travaux très utiles, très importants, comme la refonte de la tarification, en définissant des prix socles et puis des options, bien sûr. Mais on voit bien que cela, si ça ne repose pas sur une base solide, qui est l'élaboration d'une réponse en protection sociale moderne, eh bien, ça continuera de faire l'objet d'arbitrage et au fond, on prendra les moins mauvaises décisions à défaut de prendre les bonnes. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'il faut être résilient. Premier niveau de résilience, oui, l'aide à domicile est assis sur un modèle très disparate. Mais vous savez, moi, mon histoire politique, c'est de venir de la politique du handicap. Et j'ose dire que la politique du handicap, avec le fourmillement associatif, les initiatives des familles et des personnes, a réussi à créer des réponses pour les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable d'avoir et des réponses privées pour permettre le libre choix et des réponses associatives pour associer les personnes et les parties prenantes à la genèse, à la fabrique de la réforme, et bien entendu un secteur, comment dirais-je, de l'aide à domicile public qui a tout son intérêt et qui apporte un complément d'offre et une tonalité spécifique à l'offre. Mais se poser la question de l'avenir du secteur, ça ne signifie pas rêver de manière idéologique d'un service public de l'aide à domicile ou d'une privatisation de l'aide à domicile, mais bien plutôt de prendre en compte cette diversité pour se poser la question de la soutenabilité des modèles économiques des SAD. Or, je suis désolée, la soutenabilité des modèles économiques des SAD n'est pas garantie pour tous, sur tous les territoires, et j'observe que dans ce plan de relance où on cherche au fond, à grands coups de kilo-euros, à capter en quelque sorte les modalités de refaire de la croissance après Covid et de maintenir la capacité de notre pays à rester compétitive, je pense que je suis persuadée même qu'il faudrait vraiment qu'à travers l'action territoriale de déclinaison du plan de relance, on intègre bien
le soutien à ce secteur économique à part entière que sont les SAD. Quand on a 400 000 salariés qui relèvent d'un secteur économique, eh ben, je pense que c'est aussi important que les remontées mécaniques, c'est aussi important que les discothèques, que c'est aussi important que les bars. Et si vous voulez le fond de ma pensée, c'est bien plus important que tout cela, parce qu'il en va de l'autonomie de nos concitoyens et il en va même de la viabilité de notre système de santé qui, s'il n'a pas, au fond, un premier recours structuré pour prendre le temps de construire les réponses telles que je le disais tout à l'heure, ne sera pas en capacité à tenir ses promesses face aux pathologies chroniques, face au vieillissement, face à l'évolution, à l'épidémiologie du handicap, et je pense en particulier au champ du handicap psychique. À cet égard, il va nous falloir nous atteler à la refonte de l'annexe 2.5 pour rendre éligibles à ces publics qui n'y sont pas, qui ne lui sont pas, la possibilité d'accéder à la prestation de compensation du handicap et donc de bénéficier de l'aide humaine dont ils ont terriblement besoin. Le troisième frein, c'est la question du territoire. Là, sur la question du territoire, moi, je vais vous dire que, enfin, on se l'est dit plein de fois avec Geneviève, avec Dominique, avec l'ensemble des acteurs et évidemment avec Agnès Firmin-Lebaudot. Mais on ne peut pas penser la politique de l'autonomie sans passer par la case territoire. On peut se rouler par terre, on peut trouver que c'est très fâcheux de ne pas avoir un État jacobin qui décide de tout. Chacun a l'idéologie qu'il veut. Mais les faits sont têtus. La réponse à la personne, le franchissement du dernier kilomètre jusqu'à elle, impose une organisation locale et territoriale. Et pour cela, il ne s'agit pas de savoir qui va être le chef ou qui va être l'Indien. Il s'agit de mettre en marche des modalités de pilotage qui permettent effectivement d'arriver à cette articulation entre effectivement une politique nationale et une différenciation et une application de cette politique différenciée, spécifique pour l'égalité des chances dans les territoires. Et là, j'en viens à la remarque de Geneviève Mannarino, qui a été d'un très grand tact, comme elle l'est toujours, et qui a apporté à la question compliquée que vous lui posiez une réponse tout en nuances. Mais si vous voulez, on ne peut pas tordre le bras des collectivités territoriales en permanence, et il faut que les collectivités territoriales s'engagent. Pour moi, un département, ce n'est pas une collectivité qui fabrique des ronds-points. Ça n'est pas une collectivité qui se contente de repeindre les collèges. Une collectivité territoriale comme le département, sa première compétence, sa compétence structurelle, c'est l'action sociale, c'est l'accompagnement des plus fragiles. Et c'est la réponse en protection sociale aux côtés de la solidarité nationale construite à travers notamment les actions de la future 5e branche. Et donc, si on veut décider d'amener les collectivités territoriales qui font face, Geneviève a eu raison de le rappeler, à une baisse de leurs ressources, à des contraintes qui sont très importantes et qui sont les conséquences de la crise Covid, et qui vont devoir subir, ne nous le cachons pas, une baisse des dotations de l'État, parce que l'État est très lourdement frappé par la crise Covid également, et doit financer et le plan de relance et l'accompagnement de cette crise. Eh bien, si nous voulons arriver à un accord solide, qui ne laisse personne sur le bord de la route, ou qui, d'une certaine manière, ne crée pas d'articulation trop douloureuse, ma préconisation, c'est qu'il faut concerter avant et pas après. Vous voyez, le premier enseignement de la première version de la prime Covid, je ne vous cache pas, je l'ai un peu en travers de la gorge. Okay, parce que là, on s'est rendu compte qu'on avait juste un peu joué un jeu assez politicien, au fond, et il n'y en a pas un pour acheter l'autre, dans mon esprit, qui a conduit à cette impasse qui fait que le bas de la feuille de paye, des aides à domicile, est resté durablement inchangé. Alors, la deuxième initiative prime Covid se traduit par une meilleure articulation entre les départements et l'État, et en particulier la CNSA suit chaque jour les délibérations qui sont votées par les conseils départementaux pour la mise en œuvre de la prime Covid et suit de manière très méticuleuse la mise en charge. Geneviève avait eu raison de dire que ce n'était pas partout pareil. Dans certains cas, c'est un peu réduit. Dans d'autres, c'est plus avancé. Les modes de calcul ne sont pas homogènes, mais on a senti quand même un mouvement d'adhésion. Aujourd'hui, c'est 87 départements, je crois, qui se sont engagés dans la prime Covid numéro 2. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Et le conseil de la CNSA ne cesse, avec
l'ADF et avec des départements qui sont en quelque sorte pilotes de cette nouvelle manière d'approcher le pilotage des politiques de l'autonomie, d'imaginer des modes de concertation très modernes, très avancés, où on ne montre pas ses muscles, mais où, entre hommes et femmes de bonne volonté, on essaie de trouver des modes de pilotage qui sont performants. J'en terminerai en disant vive la cinquième branche. Enfin, pour moi, si vous voulez, une des vocations de la cinquième branche n'est pas de suradministrer la politique de l'autonomie, mais de trouver, par l'originalité de ces modes d'intervention, eh bien, ces contractualisations solides, vertueuses, entre gens responsables pour un grand dessein qui est l'autonomie dans notre système de protection sociale. Et à ces conditions-là, les mesures en PLFSS, les modalités de rénovation, soutien et accompagnement de l'évolution des métiers de domicile, eh bien, trouveront leur réalisation. Mais je crains fort qu'ils me fassent passer par une action extrêmement volontariste et changer de méthode, parce que tout ne me rassure pas dans les modalités que nous avons pu connaître et que je vois s'esquisser une nouvelle fois sur la question de la revalorisation des salaires des aides à domicile. D'accord, merci Marianne Monchamp pour cette intervention très complète. Vous avez un tout petit peu anticipé sur la suite du débat, mais ce n'est pas un souci. Je vais demander à Dominique Libaud de bien vouloir réagir peut-être sur ces premières sommes, sur le PLFSS, par rapport à l'auteur dont vous êtes le rapport d'il y a 2 ans maintenant, où il y avait cette préoccupation déjà de considérer que l'aide à domicile, que la partie domicile dans la prise en charge du vieillissement devait se renforcer, notamment en termes d'offres. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on va dans le bon sens d'un point de vue financier et puis de ce qui est en train de se jouer d'un point de vue institutionnel sur lequel revenait à l'instant Marianne Monchamp? Comme les autres intervenants, évidemment, je pense que c'est un pas modeste et qu'il faut saluer, mais un pas évidemment insuffisant. Quelques éléments sur le PLFSS. D'une certaine manière, il donne que ce qu'il peut donner. La première chose, c'est quand même, Agnès Firmin-Lebaudot l'a dit et ça a été rappelé Marianne Monchamp, c'est quand même pas inutile d'avoir un espace qu'on appelle cinquième branche, qui est pour discuter spécifiquement des sujets de l'autonomie au Parlement chaque année. Et du reste, dès cette année, on le voit, puisque c'est quand même, justement, comme Agnès Firmin-Lebaudot le disait, c'est largement une pression des parlementaires qui a conduit, parce que ce n'était pas dans le projet initial du gouvernement, à avoir ces mesures. Donc on voit l'intérêt d'avoir un débat démocratique chaque année, argumenté, avec aussi un suivi des éléments financiers, d'un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est un cadre intéressant. Deuxièmement, donc des premières mesures, donc encore une fois insuffisantes, mais pourquoi pas. Troisièmement, il faut le dire aussi, ce que nous dit le PLFSS aussi, c'est que malheureusement, nous sommes dans des circonstances de finances sociales qui sont malheureusement extrêmement dégradées, tout le monde le sait, suite à la crise sanitaire. Et malheureusement, je crains que ça pèse un peu aussi sur l'avenir des choses. Et donc, ça fait, je vais faire le pont peut-être avec le deuxième pont, mais en fait, ce PLFSS, ces insuffisances révèlent aussi effectivement le besoin d'autre chose, quoi, parce que finalement, ce que l'on dit tous, et notamment ce que disait mon rapport, c'est que bien sûr, il faut des mesures financières, mais en fait, ce qu'il faut avant tout, c'est une vision globale qui permette de mettre fin à un certain nombre de hiatus qui caractérise aujourd'hui notre politique du grand âge et dont est particulièrement victime le secteur du domicile. Le hiatus, donc, entre la question démographique est essentielle et le fait que ce sujet est sous-traité, avec une forme d'invisibilité. Le hiatus entre l'idée du libre choix des personnes, et on sait que c'est le maintien à domicile et des moyens insuffisants donnés au domicile. Le hiatus entre l'idée d'une politique de qualité, notamment de prévention vis-à-vis des personnes âgées, et l'insuffisance d'une politique globale en la matière. Le hiatus entre un secteur en tension et qui a besoin de personnes et une absence de politique d'attractivité et donc d'une stratégie cohérente pour faire venir des personnes dans ce secteur. Et de ce côté-là, Geneviève Manarino évoquait une visite conjointe de la ministre du Travail et de Brigitte Bourguignon cet après-midi. Enfin, je pense que c'est un aspect, il y a une mission qui est en train de se faire, où les choses, heureusement, avancent aussi un petit peu à côté du PLFSS. Donc,
voilà. Et enfin, hiatus entre la gouvernance financière et le sujet, puisque on retombe et on voit bien effectivement sur le fait que les choses n'étant pas clarifiées sur qui fait quoi, qui doit porter quoi, avec quels éléments financiers entre l'État et les départements, à chaque fois, on est dans une difficulté énorme dans la mise en œuvre concrète pour que ça touche réellement et rapidement les personnes. Donc voilà. Donc vous avez compris que c'est effectivement, je fais déjà une annonce sur la seconde partie. Si on ne remet pas l'ensemble des choses en ordre, on n'aura que des petits bouts très compliqués, très difficiles et très insuffisants. Merci Dominique Libaud, c'était très clair. Je vais me tourner vers Thierry Daboville ou Marie-Josée Daguin, comme vous le souhaitez, pour nous dire aussi votre ressenti sur ce PLFSS, sur aussi alors, le fait que l'avenant 44 à la convention collective, qui correspond à une augmentation du point, lui a été agréé, donc ça fait une première bouffée d'air pour les aides à domicile. L'avenant 43, lui, c'est plus complexe, puisque la refonte totale de la grille salariale a un coût qui est plus important, et aujourd'hui, on n'a pas de signe, d'indication que les pouvoirs publics seraient prêts à prendre en charge cette somme via l'agrément de cet avenant. Aujourd'hui, comment vous vous situez? Qu'est-ce que vous avez envie de porter comme message pour traverser la période actuelle mieux, ce PLFSS, ces avenants, est-ce qu'aujourd'hui ça vous paraît aller dans le bon sens? Et puis derrière, les sujets que vous avez à apporter, notamment vis-à-vis de la loi grand âge, puisque comme le disait Dominique Libaud, la plupart des sujets ne sont pas réglés, beaucoup de hiatus encore. On imagine vos interrogations, mais c'est aussi certainement des propositions que vous avez envie de faire pour combler ce hiatus et permettre réellement de financer et de gouverner structurellement ce secteur. Oui. Madame Daguin, peut-être? Oui, je veux bien. Écoutez, d'abord, je suis très honorée. Ça, il y a de l'écho. On a un problème de retour. Ça va. Ça va bon, mieux? Madame Daguin. Pour nous, ça va. C'est léger. Alors, d'abord, je suis très honorée de vous accueillir, mesdames et messieurs. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises, dont l'ADMR est très honorée de vous accueillir aujourd'hui. Elle aurait aimé le faire, bien sûr, en présentiel, mais les circonstances font que... Mais bon, on est très optimiste, donc comme on va avancer sur toutes ces questions, on devrait se revoir en 2021. Dans tous les cas, les constats que vous avez faits les uns et les autres, je dirais, on ne peut que les partager. Il y a eu différents échanges, avec Mme Monchan notamment. Je crois que aujourd'hui, on est un secteur qui espère beaucoup de cette année 2021, que l'avenant 43 pour nous, c'est une petite entrée qu'on attend le cas de consistance. Parce que ça fait presque 20 ans que nos salariés n'ont pas été revalorisés, qu'elles sont considérées un peu toujours comme laissées pour compte de ce secteur un peu médico-social. Et c'est vrai que notre inquiétude, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment de visibilité. Et à force de dire à nos salariés, ça vient, et c'est toujours reporté, les enjeux sont énormes, on le sait, on en est parfaitement conscient, mais nous avons besoin de perspectives. De perspectives, parce que nous voulons offrir aussi, je dirais, un parcours à nos salariés. Déjà, il faut pouvoir les recruter pour ça. Donc aujourd'hui, on n'attire pas beaucoup, hein. Mais quand on a le personnel, il faut aussi le fidéliser. Et la reconnaissance, elle est avant tout, d'abord, financière. Il n'y a pas que ça, mais ça passe aussi pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses, mais nous attendons des mesures concrètes, hein, et qui ne s'étalent pas trop dans le temps, je dirais, parce que ça commence à faire long pour eux, je dirais. Alors c'est vrai que nous avons aussi une inquiétude, c'est la diversité des réponses des conseils départementaux. Parce que nous le savons très bien, hein, au conseil, à l'ADMR, on couvre pratiquement 90 départements et nous vivons des conseils départementaux complètement différents.
Alors, Madame Monchamp, des routes, il en faut quand même, parce qu'il faut que nos aides à domicile arrivent au fin fond des vallées et aillent dans nos campagnes les plus reculées. Mais tous les conseils départementaux n'ont pas dans le viseur comme enjeu principal le social, le médico-social. Même si les choses évoluent, et on le voit notamment avec la prime Covid, où ça a été quand même un peu long à se mettre en place. Donc c'est vrai que la loi autonomie, la 5e branche, nous en attendons beaucoup. Pour nous, on l'a souvent dit, et Thierry l'a dit au travers des différents échanges qu'il a eus avec divers d'entre vous, je veux dire, on a besoin de modèles économiques qui soient harmonisés sur le territoire. Donc, pour nous, ce qui est le plus pertinent, c'est que les conseils départementaux sont pour nous l'interlocuteur privilégié. Pour nous, c'est indéniable. Par contre, il faut qu'il y ait aussi ce pilotage national qui font, alors ça va peut-être pas plaire à Madame Manarino, mais bon, je veux dire, il faut qu'il y ait un contrôle derrière pour que les choses soient correctement faites et que les échanges que l'on puisse avoir soient honnêtes. Voilà, je crois que nous devons à nos salariés de nous préoccuper de tout cela, je dirais. Et sinon, je ne sais pas ce qui peut se passer dans l'année 2021, parce qu'il y a quand même nombre de salariés qui commencent à être insatisfaits de leur situation. Je devrais le dire au masculin, nous avons de plus en plus de messieurs, mais ils me pardonneront. Je pense que Thierry va compléter largement. Non, ce que je voudrais dire, puisque la question elle est un peu centrée sur le PLFSS, en tout cas cette première question, sur le PLFSS, on ne va pas dire qu'on n'a pas été déçu. On est bien conscient que les 150 millions, 200 millions d'années pleines, voilà, ce n'est pas négligeable, surtout dans la situation actuelle, mais il y a eu une très grande déception. Et donc la question qu'on doit se poser, il me semble, et je crois que Marianne Monchamp l'a esquissé, en a parlé, c'est notre secteur d'activité, c'est ok, on est dans le médico-social et on y tient énormément, mais c'est aussi un secteur économique. Donc, est-ce que il faut pas également prendre en compte cette dimension-là et que à côté je dirais des financements ministères sociaux, qui est aussi le ministère économique puisse être, je dirais, partie prenante d'une véritable politique de l'autonomie. Je pense qu'il y a un sujet autour de ça, oui, qui me semble indéniable, parce que sinon on va toujours tourner en rond. On n'aura jamais les financements qui conviendra. Il y aura toujours voilà. Et donc je pense qu'il faut prendre ces deux dimensions. Et actuellement, c'est vrai que le plan de relance, et vous l'avez dit aussi, Marianne Monchamp, mais le plan de relance qui est là pour soutenir un certain nombre de pans de l'activité économique, je dirais, il faut qu'il soit là aussi sur la question du domicile et plus largement de l'autonomie. Voilà. Après, j'avais envie de dire une deuxième chose, c'est que la question de l'autonomie, elle doit se voir avec une vision en effet globale, c'est-à-dire que sur cette politique du soin, de façon générale, il y a le secteur de l'hôpital, il y a le secteur du médico-social, mais il y a aussi le secteur du social. Et là, je dirais que le secteur associatif, il ne fait pas la même chose que le lucratif. Il ne fait pas la même chose. Le secteur associatif, il est dans la prestation technique, mais il fait bien d'autres choses. Il va bien au-delà que la prestation technique. Il est dans ce lien, dans cette voilà, qui est indispensable et que finalement l'ensemble des personnes fragiles, des personnes voilà, qui sont accompagnées ont besoin, et on l'a vu, la crise l'a montré. La crise l'a montré que la question de l'isolement était dramatique et se vit toujours dramatiquement. Et donc je dirais, et c'est pas pour opposer, chacun à sa vocation et chacun voilà, à son utilité, mais on n'est pas dans les mêmes démarches.
le secteur associatif porte un autre projet. Et comme j'ai souvent envie de le dire, c'est que l'ADMR, c'est un réseau de services à la personne. Et là, on est, comme les entreprises lucratives ou d'autres acteurs, je ne mettrai pas les CCAS parce que les CCAS, je pense, ont aussi une mission qui est plus proche de la nôtre. Et on est aussi un mouvement. Tout à fait. On porte un projet de société, presque un projet de vie. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte, je dirais, dans les politiques publiques. Très bien, merci Monsieur Daboville. Je vais passer la parole à Geneviève Manarino parce qu'elle doit nous quitter à 12h50 et que il y a un sujet qui est revenu à plusieurs reprises et sur lequel il faudra forcément avancer, c'est celui de l'hétérogénéité des politiques départementales. On comprend bien le principe de libre administration des collectivités et en même temps, on comprend aussi le besoin très concret sur les services d'aide à domicile d'être traités équitablement d'un département à un autre et puis tout simplement les aides à domicile elles-mêmes ou eux-mêmes d'avoir accès aux mêmes type d'attractivité des métiers, de revalorisation salariale. Aujourd'hui, est-ce que les différents départements, comment est-ce qu'ils réfléchissent ensemble, notamment à travers l'ADF, sur ce qui pourrait être un modèle vertueux de convergence vers davantage d'homogénéité départementale? Alors, c'est un équilibre extrêmement complexe à trouver, vous imaginez bien. Moi, Madame Daguin, j'entends et je comprends tout à fait ce que vous dites. Voilà, je suis en charge de l'autonomie dans mon département, donc je suis vraiment extrêmement concernée et je suis tout à fait consciente des difficultés que rencontrent les services d'aide à domicile. Alors, je vais vous dire que pour plusieurs départements, alors bien évidemment, il y a des concertations avec l'ADF et fort heureusement, hein, mais qu'au-delà de ça, je crois que Marianne le disait bien tout à l'heure, il y a cette forme de cohérence à avoir, de savoir ce qu'on veut pour nos aînés et nos personnes vivant avec un handicap. C'est un vrai sujet politique d'engagement aussi. Et donc, vous comprenez bien que dans tous les départements, la volonté politique n'est pas la même parce qu'il y a cette liberté des collectivités territoriales. Mais ça n'excuse pas les choses. Je crois qu'il y a le sujet qui est extrêmement important maintenant, c'est qu'on se trouve au pied du mur. Au pied du mur avec un virage à prendre et l'ADF a été présente dans les différents rapports. Hein, auprès de Dominique Libaud, j'étais très heureuse de participer, de faire des propositions qui avaient été concertées avec mes collègues des départements. J'ai aussi participé au rapport de Myriam El Khomri. Et une fois qu'on a dit ça et qu'on a exprimé les volontés que les départements avaient, comment ils voyaient les choses, les compétences qu'ils portent, la compétence première du département, c'est l'action sociale. Et c'est pas rien. Parce que l'action sociale, c'est pas simplement résumé à des prestations. L'action sociale, c'est accompagner les personnes là où elles ont fait le choix de vivre. Donc, c'est emmener toutes les parties prenantes. Donc, toute cette complexité-là, elle rejaillit bien évidemment après parce que chaque département a ses parties prenantes, ses territoires et fort heureusement. Donc, on a un président de département qui est le président du Calvados qui avait proposé, je me souviens, en 2019, un New Deal départemental. Et dans ce New Deal, il y avait à la fois l'équilibre des libertés territoriales, mais il y avait aussi les nouvelles responsabilisations qu'on devait donner au département. Moi, j'appelle responsabilisation, d'autres appelleront ça décentralisation, et c'est un mot qu'on a déjà utilisé. Mais dans ces nouvelles responsabilités, et pour revenir sur le secteur de l'aide à domicile, je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse à la fois nous donner les moyens financiers de les accompagner, ou en tous les cas ne pas nous en enlever, mais aussi de s'interroger sur, oui, revalorisation des salaires, oui, reconnaissance des métiers, mais aussi cette organisation de domiciliaire qui va, je l'espère, être vraiment inscrite dans la prochaine loi Grand Âge Autonomie, et qui va faire que chaque département va se sentir aussi dans une forme de gestion directe de quelque chose, et qu'à un moment donné,
les politiques qui sont, alors vous parliez de contrôle, Madame Daguin, pour avoir des contrôles, et même si le terme est fort, il faut avant qu'il y ait des concertations, il faut avant qu'on puisse s'engager ensemble sur un même sujet, tout en respectant ces identités territoriales. Mais du côté de l'ADF, on est tout à fait conscient que, ce que disait Marianne tout à l'heure, le pacte social qui doit être engagé, il doit l'être ensemble, il doit l'être au nom des départements de France. Mais en même temps, si nos départements ne vont pas bien, et pour certains, je vous assure qu'ils sont dans un état de pauvreté extrêmement alarmant, hein, voilà, pour différentes raisons, et il y en a une, et vous la connaissez, c'est que cette crise va faire apparaître un nombre d'allocataires du RSA qui va être exponentiel, donc on a des vrais sujets. Mais on a aussi le sujet de se dire que notre responsabilité qui est liée au département, c'est celle de l'accompagnement des personnes. Et je crois que les présidents de département et les élus que nous en sommes vraiment conscients. Mais si on veut que ça marche, on veut être vraiment associé dès le départ. Dès le départ. C'est vrai que les 200 millions d'euros, ça n'a pas été très bien vécu à l'ADF, hein, l'annonce. Enfin, voilà, parce qu'on nous dit, bon, bah, on met 200 millions, puis après, on va venir concerter avec les départements. Et là, on n'a pas fermé la porte, je le disais tout à l'heure, mais on est vraiment dans la nécessité de cette concertation. On saura faire parce qu'on trouvera. Mais la volonté politique des uns et des autres, elle s'équilibre pas de la même façon. Et ça, voilà, c'est la réalité de notre territoire aussi, et fort heureusement de notre pays. Donc voilà, je ne sais pas si j'arrive à répondre, parce que personnellement, moi, vous savez, ma détermination pour les services d'aide à domicile, comme d'autres élus d'ailleurs, elle est vraiment prégnante sur le département du Nord, et parfois je me dis, mais on n'y arrive quand même pas, quoi. On a des professionnels qui sont toujours avec les mêmes salaires, qui ont toujours des difficultés pour se déplacer, etc. Mais il faut continuer parce qu'on est presque là. On est presque, parce qu'on s'est tous dit que de toute façon, la réponse domiciliaire, c'était la priorité de la loi Grand Âge Autonomie. En tous les cas, on l'a dit à l'ADF et on le réaffirme au sein de la CNSA aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va répondre aux besoins exprimés des personnes. Et à partir de là, il va bien falloir qu'on s'organise. Mais sur le financement des SAD, oui, les salaires, oui, la revalorisation du métier, mais c'est aussi la façon dont les départements les accompagnent. Il y a plein de bonnes pratiques qui sont mises en place et voilà, et qui font que ces métiers-là reprennent de la valeur, reprennent des identités absolument nécessaires. Moi, je suis pas ravie de ce qui se passe. Et c'est très compliqué quand on est une élue et qu'on dit ça, et qu'en plus on est en charge de l'autonomie dans son département. Je suis pas vraiment ravie parce que je sais qu'on n'a pas résolu toutes les difficultés. Mais je sais qu'on peut le faire ensemble et que cette 5e branche, par exemple, va emmener les départements aussi dans cette politique de l'autonomie et qu'on identifiera mieux aussi peut-être les objectifs. Voilà. Donc on est dans cette demande de concertation avec le gouvernement, hein, qui, je sais, va être mise en œuvre, avec des prises de conscience aussi de la part de nos ministres. Hein, je m'en rends bien compte. Et puis tout à l'heure, je sais que voilà, on va aller à la rencontre d'allocataires du RSA qui s'engagent dans ces métiers parce qu'ils vont être formés, etc. Mais il faut garder le cap sur les réponses que nous devons donner aux personnes. Si ça, on le garde ensemble, on sera obligé d'avancer. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui va se passer en 2030 quand on voit les chiffres de la population vieillissante? Qu'est-ce qui se passe dans des départements où, pour des tas de raisons de précarité, d'éloignement, d'isolement, on a des nouveaux publics aussi qui arrivent. Donc tout ça, on en est tout à fait conscient à l'ADF et on revendique notre savoir-faire aussi. Mais en même temps, il faut qu'on ait cet équilibre financier qui va nous sortir la tête de l'eau. Et je peux vous assurer, mon président du département et le président de la commission des finances, à chaque fois qu'il revient de cette commission des finances, il est extrêmement presque dépité. Il se dit, mais comment on va faire, quoi? Comment on va faire? Et c'est une vraie réalité de terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le job, qu'on va trouver de toute façon des solutions, qu'on va aller chercher peut-être plus les communes ou les EPCI. Enfin voilà, on va mettre en place. Mais on a un sujet, je ne veux pas plomber
l'ambiance, mais on a vraiment un sujet financier au sein des départements. En tous les cas, moi, je crois que la pierre angulaire de cette loi grand âge autonomie, parce que du coup, je ne vais pas pouvoir répondre après à cette question-là, elle est vraiment cette approche domiciliaire qui est extrêmement nécessaire et ça doit être inscrit tout de suite, je ne sais pas si ça sera en gros titre ou pas, en tous les cas, il y a une véritable attente. Donc, qui dit approche domiciliaire, dit l'engagement pour les services d'aide à domicile qui vont aussi évoluer, qui vont devoir être accompagnés peut-être avec d'autres formations. Enfin, voilà, il y a des vrais sujets qui sont interdépartementaux, mais aussi avec les régions, qu'on n'oublie pas dans le cadre de la formation des professionnels avec lesquels nous devons aller contractualiser aussi pour améliorer le regard que nous avons sur ces métiers. Parce que moi, des fois, je l'entends encore, je l'ai encore entendu il y a 2 jours, je me suis déplacée dans un pôle emploi, franchement, oui, ce sont des métiers, mais en même temps, voilà, quoi, on n'a pas besoin de formation, on peut faire ça comme ça, etc. Attention, attention. Merci Madame Manarino pour votre intervention. Je vais passer la parole. Je vais vous laisser dans 3 minutes. Là. Je suis vraiment désolée. Voilà, mais je dirais. Mais du coup, voilà, on vous a laissé. Merci à vous. En tout cas, on vous a laissé vous exprimer un peu plus longuement. Oui, sans problème. Voilà, vous avez charge de convaincre les ministres. Vous voulez convaincre les ministres. Vous êtes notre interprète pour convaincre les ministres. Voilà, alors oui, on attend le compte rendu, Geneviève. On attend, voilà. Parfait. Je vous envoie des petits textos. Oui, je le fais. Nous avons merci à vous, Madame Manarino. Madame Bourguignon, Monsieur Pietraveski et Madame Borne. Donc, voilà. À bientôt. Moi, j'attends qu'on me passe la parole. Je vous la passe tout de suite. Merci Madame Manarino. Madame Firmin-Lebaudot, voilà, du coup, en tant que parlementaire, vous vous êtes battu sur ce PLFSS, des avancées mais insuffisantes. Le plat de résistance, si on peut dire, c'est 2021, avec, on voit la nécessité d'affirmer les choses pour le domicile autour de la logique domiciliaire, de mieux financer le secteur, notamment pour les revalorisations salariales qui sont indispensables pour l'attractivité des métiers, et de clarifier qui fait quoi et qui finance quoi entre des fonds nationaux et les départements. C'est ce que vous avez en tête, évidemment. Comment est-ce que vous comptez le défendre, ça, plus précisément, Madame la députée? En fait, très clairement, je crois que je fais partie des quelques parlementaires qui, depuis maintenant 3-4 ans, tirent la sonnette d'alarme sur la situation, j'allais dire en même temps, des EHPAD et des services d'aide à domicile. Je crois avoir rencontré Madame Daguin lorsque j'étais première vice-présidente du département de Seine-Maritime, où l'association de Seine-Maritime de l'ADMR était en très grande difficulté. Très grande difficulté. Si je dis ça, c'est juste pour rendre hommage, comme l'a fait Madame la Présidente, aux femmes, 99%, qui travaillent dans ces services d'aide à domicile, parce que là, j'ai peu mesuré leur grande capacité de résilience. Parce que je ne sais pas si on connaît beaucoup de professionnels qui sont capables de ne pas toucher leur salaire pendant 1 mois, pendant 2 mois, tout en continuant à effectuer le travail. Ce qui a été le cas de l'engagement qui, à l'époque, a été pris par ces femmes qui, parce qu'elles travaillaient aux côtés de ces personnes en difficulté, considèrent aussi leur métier comme un espèce de sacerdoce. Mais il y a un moment, ça suffit. On ne peut pas vivre comme ça. Et là, je crois qu'on est au point de rupture où il faut dire ça suffit. C'est pour ça que je me permets de refaire un petit peu cette histoire-là, parce que, pour le coup, je pense qu'à force de tirer la sonnette d'alarme, maintenant, il n'y a plus urgence à agir. Il faut vraiment le faire parce qu'on n'est pas au pied du mur. On est dans le mur. On est dans le mur. Voilà. Je vais rebondir sur les propos de Dominique Libaud que je partage. La difficulté qui est la nôtre, et si on se pose toutes ces questions-là, c'est parce qu'on est tous conscients qu'il faut une loi grand âge. Elle a été promise, elle est travaillée, elle est documentée, et comme elle n'arrive pas, et comme il y a urgence à agir, on dépose des briquettes. Et on dépose des briquettes qui font qu'on n'arrive pas à donner sens et à donner corps à tout ça. Et j'ai peur, je ne veux surtout pas qu'on perde le fil de ce qu'on veut faire. C'est une loi grand âge et autonomie qui prend en compte un véritable problème de société, c'est le vieillissement de la population. Ça doit être une loi de société, c'est comment on intègre le vieillissement de population et comment on vieillit bien en France. D'abord, quand je dis ça, ça veut aussi dire que certes, on prend le vieillissement, mais comment on prévient le vieillissement aussi. Ne pas l'oublier. Donc, on a un problème à remettre tout ça dans l'ordre. Parce que même nous, les parlementaires, et je remercie Dominique de l'avoir précisé, on a saisi l'occasion d'un projet de loi en juillet pour se dire, tiens, on y va, banco,
la 5e branche, c'est le moment ou jamais. Et on l'a fait avant cette loi grand âge et autonomie, et on voit bien que les débats qui ont été les nôtres lors du PLFSS font qu'on veut aller plus vite. Et donc, il y avait plein d'amendements qui disaient que la CNSA qui allait gérer cette 5e branche, eh ben, elle allait peut-être faire ci, peut-être faire ça, peut-être faire ci, cela, sans l'avis des départements. Et je me suis permis de prendre la parole en disant, mais c'est quoi tous ces amendements qui ont été déposés, qui vont contre la libre administration des départements et qui sont en train de dire, tout simplement, qu'ils sont en train de dépouiller les départements de leurs compétences. C'était ça, mais parce que mes collègues pensent bien faire et comme j'ai aussi siégé dans un département, je vois bien, mais on fait tout à l'envers. Donc, on perd le fil de ce qu'on veut faire. Donc moi, je suis plutôt assez vigilante là-dessus et je crois et je sais pouvoir compter sur Marianne pour l'être aussi sur ce sujet-là. Attention, pour que ça marche, il faut bien co-construire. C'est ce qui a été fait lorsque Dominique Libault a fait son rapport. Il y avait tous les partenaires étaient réunis. Donc, ne perdons pas le fil de la co-construction, parce que si ça n'est pas co-construit avec, j'allais dire presque des donneurs d'ordre et les garants de l'égalité territoriale et les acteurs du terrain, on ne va pas y arriver. Et pour le coup, on risque d'aller à l'échec. Donc ça, moi, je tenais vraiment à redire ça parce que c'est vraiment super important. Et puis, sur la problématique de l'égalité et l'équité sur le territoire, moi, je pense que c'est le moment ou jamais pour l'État, j'allais dire, de fixer un socle. Il y a un socle en dessous duquel ça n'est plus possible. L'État est le garant de ça. Après, je crois qu'il faut aussi faire confiance au territoire et aussi avoir conscience que les besoins sur les territoires ne sont pas tous les mêmes. Donc, à partir du moment où l'État a défini le socle minimum, et en ce qui concerne les services d'aide à domicile, c'est un taux horaire, j'allais dire, qui soit acceptable. Après, la libre administration et la diversité de nos territoires doit pouvoir jouer, parce qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins ruraux, et donc on fait plus ou moins de kilomètres, par exemple. Et donc, voilà, par contre, il y a des territoires où, effectivement, ce n'est pas le nombre de kilomètres, mais c'est le temps passé, et je prends l'exemple de Paris. Donc, on a plein de choses à voir. Mais voilà, moi, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que cette loi, elle va bien finir par arriver, mais que la difficulté qui est la nôtre, c'est que pour agir face à l'urgence, et en ce qui concerne les services d'aide à domicile, nous sommes dans l'urgence, et donc cette décision des 200 millions d'euros, je le redis, hein, ça a été un vrai combat quand même d'aller les chercher, ces 200 millions d'euros. Mais le problème qu'on a, c'est comment ils vont être répartis également sur le territoire pour qu'ils bénéficient à tout le monde. Et l'État, avec ces 200 millions d'euros, ne peut pas décréter qu'ils vont servir à la revalorisation des salaires. Donc, comment, via la CNSA, qui à mon avis va être pour le coup le garant de ça, avec des conventions, on fait en sorte que ces 200 millions d'euros aillent bien, non pas pour le fonctionnement des structures, mais pour les salaires des aides à domicile. Parce que le danger, il est là. Hein. Enfin, je le dis très clairement et très ouvertement. C'est bien que ces 200 millions d'euros, ils sont là pour bénéficier aux personnes. Et je vais faire court, je ne vais pas parler de la nécessaire, j'allais dire, redéfinition du modèle économique des services d'aide à domicile. Pour moi, c'est une nécessité absolue, mais aussi de ce qu'est le métier de l'aide à domicile, puisque avec cette volonté du domiciliaire, là que je parle comme Marianne maintenant, du domiciliaire qui va faire, qui est l'enjeu, qui est à mon avis le gros enjeu de la loi grand âge et autonomie, il va bien falloir qu'on redéfinisse les métiers et les missions. Et donc tout ça va s'accorder avec le modèle économique qui à mon avis, est pendant. Donc on a encore quand même pas mal de travail. Hein. Merci Madame la députée. Marianne Monchamp, Agnès Firmin-Lebaudot vous a un peu tendu la perche là sur le fait que la CNSA devrait se porter garante que les 200 millions d'euros aillent bien à la revalorisation salariale des aides à domicile. Est-ce que c'est ce que vous avez en tête pour l'année à venir? Et est-ce que c'est comme ça que la CNSA, pas uniquement sur ce volet-là, mais notamment sur ce volet-là, mais sur la garantie que tout cela fonctionne bien, que l'argent aille où il faut, et sur également la solidification du modèle économique des SAD que la CNSA souhaiterait s'engager très rapidement, en tout cas dans le cadre de tout ce qui va se passer l'année prochaine. Alors d'abord, je veux dire qu'Agnès Firmin-Lebaudot ne me tend pas la perche, elle se fiche de moi et elle réutilise mes expressions favorites
à des fins de moquerie. Donc, je dénonce ce procédé. Après, je suis totalement d'accord avec elle et ça n'est pas d'aujourd'hui. Oui, la CNSA, je ne sais pas si elle doit être le garant, mais elle doit être le soutien au pilotage. Pour moi, la 5e branche, par la structure de son conseil, le fait que son conseil, d'ailleurs à l'instar de ce qu'est le conseil de la CNSA, qu'est-ce parce qu'il est la réunion des parties prenantes aux côtés des services de l'État, est un lieu extraordinairement stimulant pour faire en sorte que cette approche en responsabilité, en partage d'enjeux, mais également en capacité à garantir des modes de pilotage solides, efficients et, comment dirais-je, garantis, est effectivement totalement dans ses missions et sans doute comment dirais-je, une institution qui est en capacité de le faire. Il y a une question de capacité, c'est une question de métier, c'est une question de méthode, c'est une question de structuration de la branche. Et avec le Conseil, nous sommes en train de faire un travail très important. Le 15 décembre, nous avons un séminaire de préfiguration, vous voyez, qui nous permettra d'affiner toute cette responsabilité inhérente à la branche, enfin à la 5e branche, mais pour pouvoir le faire, il faut bénéficier d'un niveau de confiance suffisant. Et c'est pour cela qu'avec le Conseil de la CNSA, nous travaillons de façon permanente avec l'ADF et avec les départements. Et que nous avons notamment engagé ce travail de prototypage des modes de pilotage des politiques de l'autonomie, parce qu'il nous apparaissait que, si vous voulez, je reprends l'expression de Marie-Josée Daguin tout à l'heure, ce n'est pas tellement de contrôler qu'il s'agit, c'est de vérifier, de garantir la bonne fin des initiatives départementales. Oui, comme le disait Agnès, il faut un cadre de principe qui est celui que fixent les politiques publiques. Mais ensuite, la différence de situation des territoires impose cette logique de différenciation, d'interprétation, de lecture des politiques publiques rapportées aux contraintes du territoire. Et elle prenait des exemples très intéressants. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les personnes en milieu urbain dense, où on passe son temps dans sa bagnole dans les embouteillages, versus qu'est-ce qu'on fait en race campagne quand la bagnole est en panne et qu'il faut quand même aller apporter l'accompagnement dont elle a besoin à une dame qui habite à 50 km. C'est fait de tous ces détails-là, la viabilité du modèle. Et donc, encore une fois, au risque de me répéter, l'enjeu, c'est celui de piloter. Parce que l'État doit être en mesure d'amener des acteurs qui ne dépendent pas de sa responsabilité. Ce sont les collectivités territoriales et les collectivités locales, mais ce sont énormément d'acteurs privés, lucratifs ou pas lucratifs, pour lesquels il n'a pas de chaîne de commandement. Il ne suffira pas de taper du poing sur la table, de prendre l'air très en colère pour dire les types, les braves gens, allez-y, faites ce que je vous dis de faire, ça va se... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une très forte dimension de confiance, de gré à gré. Et c'est vrai que je pense que la CNSA, par les métiers qu'elle a acquis, les savoir-faire qu'elle a acquis, si vous voulez, à la fois dans la réunion des parties prenantes et également dans la contractualisation, est capable et en quelque sorte tolérable par un président de conseil départemental et ses équipes dans cette action de fabrique d'un nouveau mode de pilotage. Alors bien sûr qu'on attend la loi grand âge autonomie, bien sûr que, comme le disait très justement Agnès et avant elle tout à l'heure Dominique Libaud, les hiatus on les connaît, les équations à résoudre, on les connaît. Et d'une certaine manière, ce modèle domiciliaire que son rapport a contribué à faire émerger, nous l'avons en tête, cette idée du bien vieillir dans la France de 2020 et au-delà jusqu'à 2030, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, sur le plan conceptuel, nous l'avons en tête. Alors, il y a encore des mécanismes à trouver, mais ce ne sera possible que dès lors que le pilotage sera au rendez-vous. Je vais vous faire une comparaison de très mauvais goût. Donc, je vous demande de bien vouloir m'en excuser par avance. Mais dans la crise Covid, quand il y a eu des arythmies, des difficultés, c'était la distribution des masques, c'était les problèmes des EPI, c'était... Bref, qu'est-ce qui, au fond, a pu expliquer qu'avec toutes ces sommes de bonne volonté, on ait pu de temps en temps perdre du temps, tergiverser et avoir l'impression qu'il y avait des formes de contradictions et d'injonctions paradoxales? Ben moi, je pense profondément que c'est un défaut d'investissement dans des modes de pilotage modernes.
Oui. Et c'est tout l'enjeu de la 5e branche. Bien sûr qu'elle disposera de capacités de financement et on espère que, c'est l'objet de la loi Grand Âge, on définira la pente de l'évolution de ces ressources et la trajectoire qui permettra d'être au rendez-vous de 2030. Mais comme c'était dit tout à l'heure, et je crois que c'est Dominique Libaud qui le disait, ce n'est pas forcément le point premier. Pour moi, le point premier, c'est la capacité à réunir cette communauté d'acteurs, cette réunion des parties prenantes sur un objectif commun et avec des méthodes de pilotage qui permettront en effet, s'il y a non pas des manquements, mais des collectivités locales en difficulté, s'il y a des problèmes particuliers qui affectent la situation des acteurs, d'y remédier par la solidarité nationale et par une action commune. Mais voilà pour moi, si vous voulez, cette histoire de la protection sociale que nous sommes en train d'écrire. Elle est d'une ambition incroyable et je pense que s'il y a une bonne nouvelle dans les tragédies intimes que nous vivons et collectives que nous vivons, eh bien c'est sans doute cette idée que nous avons fait le choix, c'est ce qu'Agnès disait tout à l'heure en parlant de la loi d'aide sociale qui a permis la création de la 5e branche, eh bien cette volonté, ce sursaut de se dire précisément parce que c'est difficile, précisément parce que l'horizon est bouché, eh bien, on va faire évoluer notre système de protection sociale. Merci beaucoup, Marianne Monchamp. Je vais passer la parole à Dominique Libaud, puis on s'achemine vers la fin de cette table ronde. Votre rapport, comme je le disais, il a 2 ans maintenant. Il était préfigurateur de cette loi Grand Âge, alors qui tarde, mais tout le monde a bon espoir que 2021 soit la bonne année. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Bien sûr, la crise Covid est passée par là, qui font, crise Covid ou autres sujets qui ont évolué depuis, qui font que vous auriez des attentes différentes vis-à-vis de cette loi Grand Âge. Et pour vous, en quelques mots, concernant le domicile, qu'est-ce qu'il faudrait absolument y sanctuariser? Alors, sur l'essentiel, je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas d'évolution par rapport aux grands axes que devrait être une loi Grand Âge, notamment concernant le domicile. Je crois que l'ensemble des interventions nous l'ont dit, les questions autour du libre choix, des nouvelles formes d'hébergement, de la qualité, de la prévention, de revalorisation des métiers, de l'anticipation du choc démographique et tout ça. Bon, toutes ces questions-là, voilà, enfin, je pense que vraiment plus que jamais elles sont au cœur. Et les positions qui étaient derrière tout ceci pour construire la cohérence, parce que je crois que voilà, ce qu'on dit tous, c'est qu'on a un besoin de cohérence. Je crois que c'est toujours pertinent. Besoin de cohérence à la fois, effectivement, pour une politique de l'autonomie, pour une politique donc sur le domicile, mais je dirais aussi, je dirais franchement, pour la crédibilité de l'action publique, tout simplement, c'est qu'on est dans des démocraties fragiles. Voilà. Et je pense qu'une des choses qui plombe tout simplement la confiance de nos concitoyens dans l'action publique, c'est le hiatus, j'emploie le mot hiatus, et je pense qu'on pourra employer des mots plus forts, quelquefois, entre le discours et puis ce qui se passe réellement. Et à un moment donné, on en a marre, quoi. On a marre, je pense que on est sur un des sujets où ce besoin de réconcilier le discours et l'action publique, et aussi cette action publique, c'est une cohérence dans le temps, parce que on sait que c'est pas simplement une mesure, c'est toute une mesure des éléments cohérents pour gérer cette politique du grand âge. Voilà. Est-ce qu'on prend les moyens? Est-ce qu'on se donne les moyens à la fois par une stratégie et les moyens de la tenir dans le temps? C'est ça qui est l'enjeu fondamental d'une politique du grand âge. Et encore une fois, je pense que ça dépasse même les enjeux bien sûr, les enjeux de l'autonomie, les enjeux d'une rénovation de la politique de protection sociale, comme l'évoquait Marianne Monchamp, mais des enjeux démocratiques absolument fondamentaux. Voilà. Alors, pour répondre aussi à votre question sur ce qui change néanmoins, ce qui est compliqué, pour revenir à un sujet évoqué par les uns et les autres, qui est vraiment un des sujets compliqués, c'est effectivement le sujet financier et le rôle, parce que ce n'est pas sans rapport, du département et des autres acteurs.
c'est compliqué. D'abord, la situation financière est beaucoup plus compliquée, je l'évoquais. On n'a pas les marges de manœuvre globalement. Voilà, tout le monde est exsangue. Hein, il faut en prendre. Voilà, on a malheureusement des ressources publiques aujourd'hui sont très insuffisantes par rapport à l'ensemble des dépenses. Que tout budget confondu, et c'est un vrai problème, malheureusement. On va devoir regarder ça, et ça change un peu la donne. Et puis, ce qui change, ça change un peu la donne sur effectivement la question département, État. On voit par exemple sur un autre sujet, le RSA, que un département donc très évidemment consacré par un sujet très concerné par l'augmentation de RSA à Seine-Saint-Denis, on va peut-être effectivement que le risque, en fait, le portage financier soit assumé par l'État en direct. Moi, c'est une hypothèse sur les personnes âgées que j'ai évoquée dans les concertations. Bon, j'avais senti que ce n'était pas, même si certains présidents de conseils départementaux m'en parlaient. Hein. Certains me disaient, je suis minoritaire, mais en fait, on aimerait rester opérateur, mais pas plus porter le risque financier. On ne voit pas comment on va s'en sortir. Ce n'était pas majoritaire à l'époque. Je pense qu'il faudra peut-être à un moment donné se reposer la question compte tenu de la situation financière. Moi, ce qui me frappe beaucoup, hein, c'est, vous avez, on le sait aussi, la richesse nationale, elle ne se développe pas de façon homogène sur le territoire. Vous avez, voilà, c'est ce qui est évoqué, la métropolisation et tout ça. Donc, les richesses et donc les impôts et tout ça que peuvent prélever les collectivités locales, ils sont plus sur certains territoires. Et le vieillissement, il est aussi très différent. Et donc, il y a certains territoires qui vont être très en difficulté. Hein, très, très en difficulté. Donc, comment on fait? Comment on fait? C'est complexe. Et comment on fait pour conjuguer quand même proximité et ce besoin d'homogénéité? Proximité, c'est évident parce que il y a parce qu'on est dans du service au plus près de la population, effectivement, des demandes différentes, et qu'il faut une politique, une territorialisation de la politique pour construire cette politique de l'offre, en réponse aux besoins des personnes telles qu'ils sont sur des territoires différents, et néanmoins homogénéité, notamment dans tout ce qui est effectivement les métiers, parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut, effectivement, sur les différences d'un territoire à l'autre, et qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait que là, on se déplace avec son véhicule, et tout ça, c'est tout à fait exact, hein, tout ceci, mais rien n'excuse effectivement le fait que des barèmes ensuite de rémunération aillent de 15 ou 16 euros à 22 euros, 23 euros, effectivement, horaires, et les différences, comme signale sans arrêt, que des maires, à juste titre, vous répercutez, et qui sont, voilà, et ce n'est qu'un exemple pour beaucoup. Donc, j'évoquais notamment dans mon rapport un barème national. Donc, je signale aussi que voilà, aussi dans tout ce sujet, il y a aussi d'autres, il y a des financeurs nationaux, comme la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc qui existe aussi sur ce sujet avec des barèmes nationaux. Je signale qu'il y a d'autres types d'interventions à domicile, comme les services des infirmiers à domicile qui donnent lieu aussi à des tarifications nationales. Donc, oui, d'accord, le local, enfin, ça n'excuse pas tout, voilà, c'est tout. Ça n'excuse pas tout, et je pense qu'on doit pouvoir travailler à une plus grande homogénéité, et quelquefois avec quelques outils, moi j'irais quelques outils effectivement, encore une fois, un peu forts au niveau national sur cette homogénéité, peut-être revoir aussi les formes de contractualisation entre l'État et les départements, comme ça a été le cas sur le sujet pauvreté, pour faire que tout le monde aille dans le même sens, et voilà. Mais évidemment, ça suppose que le sujet financier et la gouvernance financière soient revus, parce qu'effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante, et donc c'est un blocage, et donc il faut sortir. Par exemple, nous, on proposait, si on ne va pas sur le transfert complet du risque à l'État, sur au moins toute dépense nouvelle 50-50, un principe simple, effectivement, voilà. Il est très important que ça soit discuté, voilà, et après une discussion, que ce soit vraiment arrêté sur des bases saines et claires entre les uns et les autres dans le cadre d'un nouveau deal sur ce sujet. Très bien, merci beaucoup Dominique Libaud. Je vais repasser la parole à Marie-Josée Daguin et Thierry Daboville, peut-être pour une intervention conclusive, remercier à la fois nos intervenants et peut-être faire passer un message ou deux sur, encore une fois, les attentes de la DMR dans cette période, et qui seront portées collectivement par les différents acteurs institutionnels, politiques, la presse que nous représentons aussi. Quel message on peut faire passer pour conclure cette table ronde et se projeter dans une année 2021 qui soit à la hauteur des enjeux qui l'attendent?
La conclusion, c'est Mme Daguin qui la fera. Mais non, parce que je pense qu'on le partagera tous, c'est l'urgence. L'urgence qu'il y a à avoir cette loi autonomie. Et je dis bien loi autonomie parce que là, on a beaucoup parlé du grand âge, des personnes âgées, mais c'est aussi des personnes vivant avec un handicap hein, dans cette loi autonomie. Donc, il y a une urgence et aujourd'hui, c'est je dirais, la période est anxiogène, je dirais. C'est dans les structures, dans les associations, dans les fédérations, enfin, à la DMR, mais aussi dans les autres réseaux, quels qu'ils soient. Il y a une attente d'avoir des perspectives. Si on n'a pas, d'échéance, je dirais, il va y avoir une crise forte, et c'est pas bien sûr des menaces, mais c'est ce qu'on vit et ce qu'on voit sur le terrain. Et que si le domicile ne tient pas, Mme Daguin l'a dit en ouverture de l'Assemblée générale, c'est le système de santé dans sa globalité qui explosera. Hein, donc il y a une urgence à ce que cette loi autonomie arrive au Parlement, enfin déjà soit saisie avant qu'elle arrive au Parlement, parce qu'on attend ce la robe de l'autonomie qu'on nous annonce toutes les semaines, mais bon, on ne voit rien venir. Donc cette loi autonomie, qu'on puisse la co-construire, ce mot a été employé à plusieurs reprises. Oui. Je pense que c'est aussi, il y a une co-construction avec les acteurs que nous sommes, nous pouvons participer hein, aussi à l'écriture de cette loi avant qu'elle vienne au Parlement. Hein. Et je pense que le Ségur de la santé n'a fait qu'accentuer un peu cette attente. On le voit dans un certain nombre de domaines. Je vais prendre par exemple juste les services de soins infirmiers à domicile. Les services de soins infirmiers à domicile sont totalement oubliés du Ségur de la santé. Donc voilà, c'est un peu un cri d'alarme, enfin en disant il y a l'urgence. Les réseaux comme la DMR sont prêts à participer pleinement, on l'a toujours fait, à cette construction, mais n'attendons pas avant qu'il soit trop tard. Merci, M. Daboville. Mme Daguin, un mot de conclusion également? Mais écoutez, moi, je ne peux qu'enfoncer le clou, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites ce matin, très intéressantes et au demeurant, mais je veux dire, agissons aujourd'hui, co-construisons, j'en suis persuadée, hein, mais agissons, qu'on ne se retrouve pas l'année prochaine à la même date avec les mêmes interrogations, parce que je veux dire, le terrain va bouger. Voilà. Il me montre une belle photo, monsieur. Marquez le temps d'agir. Oui, monsieur Libaud, je suis d'accord. Et le temps d'agir. D'accord. Donc, je crois qu'aujourd'hui, des promesses, c'est bien, mais on ne les écoute plus quelque part, les promesses. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce sont des actes dont vous êtes tous à votre niveau aux manettes, donc on attend beaucoup de vous. Nous, si on nous demande de participer, comme dit Thierry, on le fera avec plaisir, parce qu'on tient à nos salariés, on les soutient, on les reconnaît du mieux que l'on peut, donc on espère que l'avenant 44, ce n'est pas en 2022, ça sera bien en 2021. N'oublions pas que cet avenant, non seulement il porte une revalorisation de salaire, mais il porte aussi une réforme des emplois et des compétences qui font qu'on ne voit plus ces emplois de la même façon. Nous sommes très fiers de nos professionnels qui n'ont pas lâché pendant toute cette crise et on leur doit des retours positifs. Voilà. Et tout ce que je voulais dire, je vous remercie beaucoup de votre participation. On aurait passé encore un long moment avec vous, mais je crois que chacun a des obligations. Donc moi, je vous donne rendez-vous le plus vite possible et je vous remercie beaucoup pour avoir participé aujourd'hui à cette table ronde pour notre Assemblée générale. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à vous, Marie-Josée Daguin, merci Thierry Daboville, Agnès Firmin-Lebaudot, merci de votre participation, Dominique Lubeau, merci beaucoup, et Marianne Monchamp également, merci d'avoir pu rendre cet échange aussi riche, et on espère que ça a passionné l'ensemble des auditeurs de l'ADMR qui ont pu apprécier la qualité technique et politique, et puis le message très fort sur l'urgence pour 2021 de conjuguer nos efforts, faire en sorte qu'on puisse enfin passer à une autre étape pour la prise en charge du vieillissement et en particulier à domicile, la logique domiciliaire chère à Marianne Monchamp en particulier. Merci à vous et à l'occasion d'un prochain débat pour nous retrouver.